Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Le Tribunal de l'actualité, dernière convocation de la semaine. Aujourd'hui, je suis toujours avec les juges au siège que sont Geoffroy Vaha et juge Inoussa Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, président par intérim, Bouba, puisque vous insistez qu'on le dise. Bonjour, Inoussa. Bonjour, chers téléspectateurs et auditeurs. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour Président, bonjour Juva, bonjour à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Merci à vous deux. Comme sujet enrôlé pour ce matin, il faut dire que le Burkina Faso, à travers le ministère en charge de la réconciliation nationale, est en train d'aller vers l'adoption d'une stratégie nationale de réconciliation. Quel contenu faut-il s'attendre de cette stratégie nationale de réconciliation? Est-ce qu'un vrai pas vers la réconciliation entre les filles et les fils du Burkina Faso? L'avis des juges au siège, c'est pour tout à l'heure. Autre sujet enrôlé, il y a la ronde des partis politiques qui a commencé après l'UPC qui a fait la ronde et qui a installé des points focaux. Hier, c'était le tour également de l'ex-parti au pouvoir, le MPP, qui est aussi sorti pour détourner sur la réconciliation nationale, avec également en lame de fond une demande de la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, d'ailleurs, qui était le président de leur parti politique et leur candidat au pouvoir. Et donc, ce sont les deux sujets retenus pour ce matin, mais bien avant, le commentaire libre des juges au siège, c'est les avant-propos et c'est après cette virgule. Avant-propos pour commencer avec juge Vaha. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner les nouvelles qu'on a de Seitenga, parce que, il faut le dire, de façon récurrente, on entend le fait que nos forces de l'ordre, après que le président soit parti, ne soit pas resté longtemps sur les lieux. Et ça, c'est des témoignages qui sont récurrents. Nous ne pouvons pas y accéder, mais on a des personnes qui, de temps en temps, aussi nous appellent pour nous donner ces informations-là. Donc, c'est préoccupant. Et ce n'est pas une personne ou deux, c'est plusieurs personnes. Donc, c'est préoccupant. On espère que c'est faux. Parce que même hier encore, selon certains témoignages que j'avais, il y avait, au regard du fait que le président y soit allé et qu'il y a eu donc plusieurs militaires le jour dans la zone et tout, ça a rassuré certains qui ont trouvé le moyen de retourner, au moins récupérer les quelques affaires qu'ils avaient. Et on parle de certains commerçants aussi qui avaient même pris quelques, comment on appelle, des tricycles pour tenter de récupérer le peu de choses qu'ils peuvent encore. Et que ces personnes-là ont été encore inquiétés par les mêmes qui ont semé la mort il y a donc quelques jours. Ça revient de façon récurrente comme témoignage, je le dis ici encore, et j'ose espérer que nos militaires y sont et qu'ils n'aient pas quitté les lieux. Parce que, quoi qu'on dise, quand on a un président qui promet qu'il va traquer ceux qui ont fait ça, je ne pense pas que ce soit à Ouagadougou, c'est à Seitenga et aux alentours. Donc, on espère que vraiment il y a cette opération-là qui est en train d'être menée et que ce qui nous revient comme information soit faux. Merci, juge Vaha. Juge Ouedraogo. Merci bien. Moi, je vais m'intéresser à la question de l'eau à Dori. On sait que par rapport à ce qui s'est passé à Seitenga, il y a une forte population qui se déverse sur cette ville-là. Or, il se trouve que depuis quelques jours, les populations de Dori ont des difficultés à accéder à l'eau potable parce qu'il me semble que l'ONEA a des difficultés pour approvisionner ses abonnés en eau. Du coup, les populations sont obligées de boire l'eau des mailles, l'eau des puits, et ce qui n'est pas de nature à leur faciliter la tâche. Déjà que, comme je l'ai dit, la pression venue de Seitenga et des villes, des localités environnantes était telle que les populations de Dori suffoquaient déjà. Donc, je voudrais appeler les autorités à regarder de plus près cette situation-là. C'est vrai que la question de l'eau était déjà difficile dans cette ville, mais ces derniers jours, c'est devenu très difficile. Il n'est pas possible pour les populations d'avoir l'eau potable pour boire.
Et l'ONEA est interpellée, mais les autorités aussi sont interpellées pour voir comment on peut trouver les mécanismes nécessaires pour approvisionner cette ville en eau. Parce que comme on le dit, l'eau c'est la vie. Quand vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez rien faire. Donc au-delà des difficultés que ces populations vivent sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, la question de l'eau est devenue très préoccupante et j'insiste pour que des solutions puissent trouver avant que le pire n'arrive. Merci aux deux juges et vivement que cette préoccupation soit résolue. Nous allons commencer pour les sujets qui sont enrôlés ce matin. Apporter des solutions aux différents besoins de réconciliation, apaiser les cœurs et promouvoir la paix et la cohésion sociale, c'est l'objectif fixé par le ministère de la Cohésion sociale et de la Réconciliation nationale en organisant cet atelier national de validation du projet de stratégie nationale de la réconciliation et de son plan d'action. Donc le ministère de Yoro Boli se penche sur une stratégie pour la réconciliation nationale. Un document pour consigner le plan d'action et un document pour faciliter la réconciliation au Burkina Faso. Geoffroy Avara, que pensez-vous de cette initiative de consigner les plans de réconciliation à travers une stratégie couchée dans un document? Est-ce que c'est la première fois? Je ne crois pas. Les mêmes acteurs qui ont été réunis jeudi dernier autour de ce document pour cet atelier de validation, c'est sûr que fouiller encore dans les images, il y a quelques mois, ils étaient autour des Zéphirins Diabré sur la même question de réconciliation. Et je pense que pour la dynamique dernière que nous avions, on en était même pas loin d'assises. Donc il y avait aussi un travail qui était programmé et tout. Donc on en était aussi à un travail qui avait été fait en son temps et tout. Maintenant, est-ce qu'il faut recalibrer tout ça? On se rappelle que même avec l'ancien ministre Zéphirins Diabré, il avait été stratifié un certain nombre de problèmes qui pourrissaient un peu notre vivre ensemble et qui faisait qu'il y avait encore pour certains un ressenti d'oubli et d'injustice relativement à un certain nombre d'éléments qu'ils ont évacués et qu'ils ont eu à vivre. Et il y avait une justice qui devait faire son travail. Il y avait des cas sur lesquels il fallait vraiment de façon spécifique, en tout cas, essayer d'avancer. Il y avait des dossiers qui avaient été même donnés à Shkroun et autres. Il y avait plein de choses qui avaient été répertoriées comme ça, qui étaient de façon aussi concrète, quoi qu'on dise, une façon de mettre le doigt sur de petits problèmes qui nous empêchent depuis plusieurs décennies de vraiment bien nous parler et d'oublier un certain nombre d'éléments. Donc, est-ce que c'est tout cela qu'on va reverser dans la dynamique nouvelle? C'est vrai qu'on est très souvent habitué lorsque, sous nos cieux, vous êtes nommé. Bon, on n'a pas dit que vous cassez tout, mais vous voulez démontrer aussi qu'il y a votre part que vous voulez donc apporter. Quand j'ai lu le contenu du compte rendu que la plupart de nos confrères ont fait, on nous parle de revoir et de recalibrer. Donc ça veut dire qu'on ne part pas du néant, il ne s'agit pas de tout casser. Mais je dis, il y avait un travail déjà qui avait été fait colossal. Si on en arrivait déjà à programmer des assises, ça veut dire qu'il y avait des grandes lignes qui avaient déjà été lancées. Ne recommençons pas tout à zéro. C'est pas comme ça forcément que ça fait. Et la question de réconciliation, tout le monde sait que c'est important pour une nation qui veut se construire, mais il ne faudrait pas que ce soit un genre de vernis. Parce qu'au fond, il y a des Burkinabés qui se sont exclus. Au fond, il y a des Burkinabés qui, dans la marche du développement, se trouvent être laissés sur le bas-côté. Il y en a aussi qui ont subi les affres de certains actes et de certains régimes qui, pour eux, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas vu le début d'une certaine justice, encore moins de la reconnaissance du mal ou du tort qui leur a été fait. C'est beaucoup d'éléments comme ça qu'il faut remettre à jour, sur lesquels il faut travailler. Et lorsqu'on lisait le document je me rappelle d'un point de presse de Zéphirins Diabré en son temps, il y avait même énuméré de façon chiffrée un certain nombre de dossiers. Crimes de sang, crimes économiques, beaucoup de choses qui étaient ressorties. C'est sur ces éléments-là qu'il faut travailler. Parce que la réconciliation, ce n'est pas seulement une question de mots. On ne vient pas et puis on s'assoit, on dit, bon, ok, c'est fini, on fait tabula rasa, donc maintenant on va partir du bon pied, c'est le Burkina nouveau. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des choses graves qui se sont passées dans ce pays. Il faut avoir le courage d'accepter d'ouvrir et de regarder. Et que les uns, se sentant victimes, disent aux autres,
on va vous pardonner ce qui s'est passé. Mais là encore, il faudrait que dans la démarche, il y ait de la sincérité. D'accord. Alors, juge Ouédraogo, effectivement, il y a un document, donc une stratégie de réconciliation adoptée pour pouvoir promouvoir la paix, apaiser les cœurs et réconcilier les Burkinabés entre eux. Alors, c'est effectivement un travail qui avait été enclenché sur Zéphirine Diabré, comme l'a rappelé le juge Vaha, qui était même allé vers des assises. Alors, il y a Yero Boli également qui est arrivé. Alors, est-ce que vous sentez une continuité ou bien c'est une cassure pour recommencer? Il faut dire que depuis les années 90, on parle de réconciliation nationale au Burkina Faso. Jusqu'à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, on a mis en place le Collège des sages qui avait également posé des actes pour qu'on aille vers la réconciliation nationale. Et ces dernières années également, avec l'insurrection populaire, l'arrivée au pouvoir du MPP, le débat sur la réconciliation nationale est revenu. Et jusque-là, on traîne ce processus-là. Aujourd'hui, c'est Yero Boli, avant donc Zéphirine Diabré. Donc, moi je m'interroge sur le pourquoi on n'arrive pas depuis presque 30 ans à se réconcilier. On parle de la même chose, les problèmes sont connus, mais on tourne autour du pot. Et comme l'a dit le juge Vaha, chacun arrive, il essaie d'apporter sa petite contribution. Bon, c'est bien de parler de réconciliation nationale, mais je pense que les uns et les autres ne se sont toujours pas compris sur les modalités de cette réconciliation nationale. Les acteurs politiques sont plus ou moins pas d'accord sur la démarche, parce qu'il y a ceux qui parlent de justice transitionnelle, et il y a ceux qui parlent de vérité, justice, avant de parler de réconciliation. Est-ce que ces deux camps-là se sont finalement accordés? Mais toujours est-il qu'on espère que la démarche qui est proposée aujourd'hui par le ministre Boli, qui est une sorte de continuité de ce que Zéphirine Diabré avait entamé, on espère que ça puisse permettre de réconcilier les Burkinabés, parce que véritablement, au-delà des questions politiques qui sont posées sur les questions de réconciliation, il y a une soif réelle pour nos populations de se parler, pour nos communautés de discuter, parce que la fissure sociale a atteint un niveau qui inquiète quand on regarde aujourd'hui notre environnement avec les questions identitaires qui sont posées, les questions ethniques qui sont frontalement posées aujourd'hui par nos populations, qu'il faut résoudre urgemment avant que le pire n'arrive, parce que ces derniers temps, on entend des appels à l'extermination de certaines communautés, et ce sont des débats malsains. Et si on y prend garde, effectivement, il y a le risque qu'on subisse ce que d'autres ont subi dans d'autres pays comme le Rwanda. Ça commence toujours par de petits propos haineux, et puis on n'y prête pas attention, et au fur et à mesure, ces questions-là, un beau matin on se lève et puis on apprend qu'il y a eu tel ou tel massacre. Du coup, je dis oui, il faut renforcer les échanges, les discussions pour aboutir à ce que les communautés puissent se parler, mais cela doit se faire dans la transparence totale, cela doit se faire dans la vérité, cela doit se faire en passant par la justice, et cela doit se faire en tenant compte justement de ce que veulent surtout les personnes qui ont été victimes pendant ces dernières années-là de violences en politique, de privation de liberté, les questions d'injustice sociale, les questions de la mauvaise répartition des richesses de ce pays, la question foncière, etc. Ce sont des questions tabous, mais qu'il nous faut avoir le courage de poser sur la table de façon méthodique, de façon structurée, afin donc d'avoir des résultats probants et ne pas en faire surtout une question purement politique ou politicienne, parce que ça n'a jamais prospéré. On l'a vu de par le passé, notamment avec la journée nationale de pardon qui n'a abouti pas à rien.
Alors, je reste avec vous. Vous parlez de sujets tabous, de débats malsains. Effectivement, au Burkina, il y a ces sujets tabous, la religion, l'ethnie, l'inégale répartition des infrastructures de développement. Quand on tient compte, au niveau du Burkina, on sent bien qu'il y a effectivement une inégale répartition des infrastructures socio-économiques. Sur le plan de l'ethnie, sur le plan de la religion également, il y a, on les appelle des sujets tabous. Pour peu que vous l'abordiez, vous prenez un certain angle, vous êtes une cible parfaite. Ce débat-là, alors qu'il faut le poser avec toute la sincérité requise, mais comment? Non, tant qu'on ne se dira pas la vérité, on va continuer à patauger. Se dire la vérité, c'est quoi? Parce que dès que vous l'abordez, soit on dit que vous faites de la stigmatisation, ou vous accablez à tort ou à raison une religion ou une ethnie, ou. Et c'est ça aussi la réalité. Oui, c'est vrai que ce sont des sujets sensibles. Parce qu'effectivement, quand ce n'est pas abordé sur le meilleur des angles, effectivement, ça peut glisser. C'est pour ça que nous aussi, notre responsabilité sociale en tant que journalistes nous impose de les poser sans forcément stigmatiser en disant que c'est tel ou tel qui est responsable. Mais si les acteurs se retrouvent, parce qu'il y a des cadres de dialogue, il y a des cadres de discussion, il nous appartient justement ensemble de réfléchir à ces mécanismes-là. Ce n'est pas une seule personne qui vient, qui dit voilà là où nous voulons aller. Dans le cadre du Rwanda, ils ont eu leur démarche qui est certainement inspirée de leur histoire, de leur tradition. En Afrique du Sud, on a vu aussi la démarche pour la réconciliation. Ils ont leur histoire, ils ont leur méthode de travail. Nous également au Burkina, nous avons notre histoire, nous avons des mécanismes de traitement de nos problèmes dans nos sociétés, et donc ce sont ces mécanismes endogènes qui viennent de nous là que nous devons mettre en avant en nous en inspirant et en faisant en sorte que ce soit des choses qui répondent. Parce que les problèmes qui sont posés aujourd'hui, le problème de la justice sociale, du partage équitable des richesses de ce pays-là. Quand vous prenez certaines parties du Burkina, ce sont des parties complètement délaissées. Il n'y a eu pratiquement pas ou très peu d'investissements dans certaines localités qui se sentent abandonnées. Ça a été le cas, par exemple, à l'Est, on l'a toujours dit. Ça a été le cas au Sahel, on l'a toujours répété. Ça a été le cas dans le sud du Burkina, on l'a indiqué. Donc il y a des zones comme ça où les richesses sont exploitées, parce que ce sont des zones qui sont très riches en matière de ressources, en matière de richesses des sols, etc. Mais quand on regarde les investissements, on a le sentiment que finalement le Burkina se limite à Ouagadougou. Et ça crée des frustrations depuis des années. Vous avez abordé également la question des ethnies aujourd'hui, mais il y a des gens qui posent de plus en plus frontalement la question du genre, les Peuls ont fait ceci, ils ont fait cela, ce sont eux les terroristes, etc. Est-ce que cette façon de poser le problème est de nature à faciliter notre vivre ensemble, ou est-ce que c'est de nature à aggraver la crise que nous vivons? Ce sont des questions qui sont certes sensibles, mais des questions que nous devons avoir le courage de poser. Aujourd'hui, certaines ethnies disent oui, les Mossi ont fait ci, les Mossi disent les Samo ont fait ça, les Samo disent les Bissa ont fait ci, c'est eux qui, etc. Donc nous avons mal à notre vivre ensemble. Et nous devons courageusement aller au-delà de ça pour comprendre que avant d'appartenir à une ethnie, nous sommes simplement des humains. Et en tant qu'humains, nous sommes pareils. Quelle que soit notre religion, quelle que soit d'où nous venons, etc. Et ce n'est pas une fierté de dire « je suis de telle ethnie, je suis supérieur à telle autre ethnie est mauvaise, c'est nous qui sommes bons, etc. etc. » Mais ça veut dire qu'il nous faut construire véritablement des mécanismes qui nous permettent d'aller vers une nation. Et ça ne se fait pas en une journée. Ça prend plusieurs années, mais il nous faut commencer.
en mettant de côté, regardez dans notre administration, les gens, c'est parents, les gens soit se regroupent, soit en communauté religieuse, soit en ressortissant de telles localités ou de telles ethnies, etc. Et ce sont des choses que nous avons cultivées pendant des années, qui nous rattrapent aujourd'hui, mais que nous devons avoir le courage de poser sur la table et réfléchir surtout à des solutions pérennes, à des solutions durables, afin que notre vivre ensemble ne s'effrite pas totalement. Alors, merci, juge Ouedraoui. Le juge effectivement, il a parlé de la préférence ethnique, religieuse ou bien l'origine géographique. Au niveau de l'administration, au moins c'est clair. On n'est pas encore vraiment à l'État-nation, comme on le dit. Mais comment est-ce qu'on pose sainement ce débat-là, sans heurter, alors que, on le dit, c'est des questions sensibles. Alors, la question de la religion, la question de l'ethnie au niveau du Burkina Faso et de l'inégale répartition des infrastructures socio-économiques, je vous repose la même question. Comment est-ce que courageusement on les aborde pour pouvoir asseoir un Burkina Faso où tout le monde se sent à l'aise, où on se sent citoyen égaux? Bon, je pense que là encore, vous êtes en même temps dans des projections, c'est-à-dire que des projections-corrections. Parce qu'on est dans le constat d'un certain nombre d'éléments. Tout à fait. Et on se dit comment est-ce qu'on inverse la tendance pour que, comme je le disais à un moment donné, sur la route du développement, il n'y ait pas des groupes qui se retrouvent être sur le bas-côté, donc non pris en compte et sentis et ressentis tels quels. Mais ça, le problème c'est que vous parlez de la question de la sensibilité, mais moi je parlerai même du tabou. Parce que lorsque vous voulez l'aborder, on vous dit que faites attention, vous risquez de réveiller des choses. Mais on ne réveille pas quelque chose qui ne dort pas, puisque c'est là depuis. C'est un vrai problème, mais on se refuse à le regarder en face. Mais il n'y a pas que ces questions ethniques, religieuses et tout. Je disais que sous Diabré, il y avait chiffré un certain nombre d'éléments. On parlait de 145 cas de crimes de sang, pour lesquels, si on ne les élève pas, ça sera difficile après de parler de réconciliation. Il parlait de, je pense, un peu plus de 100 cas aussi de violence, en fait, bien physique, bien égrenée. Et même sur le conflit communautaire, on était à plus de 1600 litiges sur les questions du foncier. On parlait d'un peu plus de 1300 pour ce qui concerne le conflit agriculteur-éleveur. Donc, vous voyez que là, on est dans des éléments qui sont concrets dans l'ordre de notre vie de tous les jours et qui font que quelquefois c'est des machettes qui sortent ou bien on règle les problèmes autrement. Mais derrière aussi il y a des grands symboles. On dit réconciliation, avant de venir au pardon, il faut d'abord la question de la justice et tout. Mais on a un cas déjà au moins presque récent, c'est celui de Norbert Zongo. C'est l'un des cas emblématiques. La justice a fait son travail, mais quand vous regardez, est-ce que ça n'a pas beaucoup plus ravivé des antagonismes? Après le verdict, Thomas Sankara. On a vu Thomas Sankara. Après le verdict, vous avez vu les postures des uns et des autres. Certains qui sont dans dans l'imaginaire de tout le monde, les coupables en tout cas désignés, et maintenant c'est même pas que des coupables désignés, il y a un jugement qui a eu lieu, ils sont coupables, reconnus tels quels, mais l'attitude que certains attendaient, ce n'est pas ce qu'ils ont eu. Et après, il y a eu le débat sur un point levé, une certaine attitude triomphaliste qui était fort gênant pour d'autres. Il y en a qui ont dit, est-ce qu'on a besoin de réconciliation dans ce cas de figure? Parce que pardonner, c'est d'abord la dynamique de ce que celui qui a commis l'acte demande pardon. Maintenant, bon, il y a le président aussi qui est revenu avec lui aussi sa façon de voir les choses. Il a dit, c'est aux victimes de trouver le moyen de pardonner. Ça, il a dit à Bobo Dioulasso. Il faudrait qu'à un moment donné, chacun, il a abordé la question des victimes qui demandent à chaque fois des réparations et tout. Il a dit non, on ne peut pas, il faut que chacun trouve le moyen de pardonner. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est comme ça qu'on va fonctionner? Est-ce que la stratégie, là, c'est dans... parce que c'est le président, hein. S'il l'a dit, si c'est comme ça qu'il voit les choses, est-ce que c'est comme ça qu'on va avancer? Même quand on va parler des dédommagements, ou bien on va parler de comment dire cela? Parce qu'il y en a qui ont subi des torts énormes. Jusqu'où on va regarder? On va aller jusqu'à peut-être le moment de la rectification.
il faut aller encore un peu plus en arrière. Et quand c'est comme ça, vous élargissez le champ des possibles. Et qui répare? C'est l'État. Cela veut dire quoi? Comment est-ce que vous prévoyez ces choses-là? Et j'ai cité les différents cas dont il est question aujourd'hui. Quand vous finissez, il y a des dédommagements quelquefois, il y a des éléments qui viennent après. Le président dit, il ne faut pas compter là-dessus. En tout cas, trouver le moyen des ressources pour pardonner par vous-même. On est un peu coincé. Donc la question des réconciliations, la stratégie, vous allez beau la développer, elle est d'abord dans le cœur de chacun. Est-ce que les Burkinabés ont vraiment envie de se réconcilier? Est-ce qu'il y a des Burkinabés qui, au regard de ce qu'ils ont vécu là, se disent que tant qu'il n'y a pas ceci, moi je ne vais jamais laisser tomber. Mais tant qu'on sera dans cette façon de voir, dans cette façon de fonctionner, ça sera difficile. Mais en même temps, c'est qu'il y a des boulets, parce que notre histoire elle est faite de cela. Il y a des boulets. Si vous tirez, il y a beaucoup de chevilles des hommes politiques là qui vont commencer à bouger. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à ça. Cherchez dans notre histoire, il y a 20 ans, un peu plus 30 ans, il y a beaucoup qui sont en train de faire de la politique. Si vous fouillez, ils sont liés à ces histoires. Donc fouillez bien, ça va être encore problématique. Il y en a qui, dans la façon de réfléchir et de penser la réconciliation, ils voient nos JNP qu'on a eu à un moment donné, qui n'était rien d'autre qu'une dynamique politique pour pouvoir étouffer un incendie après celui de Norbert Zongo. Ils l'ont fait, ils ont pensé l'avoir réussi et puis ils sont passés à autre chose. Mais comme ça a été mal fait, on veut encore revenir, tenter de rattraper les choses. Mais vous savez, sur certaines questions, c'est comme un pagne qui a fané. Quand vous rattrapez les morceaux avec des tissus nouveaux, en fait, ce que vous faites, le pagne est déjà fané. Vous créez d'autres fissures. On ne s'y est pas pris tôt. Peut-être qu'on trouverait un jour, je ne sais pas, peut-être le moyen magique, mais je crois qu'il n'y a pas de magie en cela. Il y a la sincérité d'un peuple à vouloir à un moment donné se regarder en face, aborder toutes les questions. Il a pris le cas du Rwanda. Des bourreaux et des victimes se sont enlacés, les deux ont pleuré, mais c'est une dynamique qu'il y a derrière qui est basée sur la sincérité et la franchise. Tant qu'on ne l'a pas, tout ce qu'on fera, ça ne sera que saupoudrage. Quand on perd le pouvoir, quand on critique, c'est dit que c'est à peine si le malheur qui arrive, ce n'est pas un marketing politique. On le reproche à ceux qui viennent, ceux qui étaient là avant, et après ceux qui sont là, le reproche à ceux qui étaient là avant, et c'est comme ça que ça continue. Est-ce qu'on est dans la sincérité dans ce qu'on veut comme démarche? Je pense que c'est ça le plus important. Alors, je reste avec vous. Vous avez effectivement évoqué la question de l'ethnie et tout, et Moussa l'a évoqué. Quand la liste des personnes recherchées pour faire du terrorisme, quand la liste a été rendue publique par les forces armées nationales, et quand on regarde au niveau de la liste, on se fie au nom, il y a une communauté qui est majoritaire. Et cette communauté, Apple pour ne pas la citer, estime qu'elle est stigmatisée. Les autres communautés également disent que c'est cette communauté, alors qu'il y a un débat de fond qui demeure. Si c'est vrai, pourquoi? Si ce n'est pas vrai, pourquoi? Est-ce qu'on a le courage de se poser les vraies questions? Pourquoi est-ce qu'ils sont majoritaires sur cette liste? Et comment est-ce qu'on règle le problème? Qu'est-ce qu'ils reprochent à l'État et à l'ensemble de la société burkinabé, et comment est-ce qu'on le... Et là, ça demande du courage et de la sincérité. Est-ce qu'on pourra avoir ce courage et cette sincérité pour l'aborder? Ça demande du courage, mais je pense que c'est beaucoup plus de sincérité. Parce que quelquefois, vous savez, on pense de certaines personnes qu'elles sont courageuses, mais en fait, ce n'est pas le courage. Quand elles sont vraies, vous avez l'impression qu'elles n'ont pas peur. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas peur, mais elles ne savent pas mentir. Donc, quelquefois, vous avez l'impression qu'on se met on s'expose à des risques. Mais en fait, quand on est vrai et qu'on est clair avec soi-même, il y a des choses qu'on règle même plus facilement. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une réalité. Mais dites-moi, comment ça peut être autrement? Quelle est la partie du Burkina qui a été exposée la première au terrorisme? Si la carte que nous avons là, si ça s'était passé autrement, que ce terrorisme-là venait, par exemple, de la Côte d'Ivoire, que ça venait du Ghana, la configuration allait être tout autre. C'est venu du Mali. Il y avait des éléments qui venaient et qui rentraient. Après, qui ont commencé à recruter. Quand ils recrutent, c'est d'abord dans la proximité. Maintenant, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas que des peuls dedans? À Rayongo, ceux qu'on a attrapés, vous avez vu les noms à consommer. Même sur cette liste, il n'y a pas que des peuls. Il n'y a pas que des peuls. Maintenant,
c'est vrai que il peut au regard, c'est ce que j'ai dit, il peut au regard du fait de la proximité, parce que ce terrorisme-là, quoi qu'on dise, il a été descendant, il a été depuis la Libye jusqu'à descendre, il est entré quelque part. Et donc, il y a eu des premiers recrutements qui ont été faits. Donc, c'est normal que vous retrouviez peut-être une communauté dans un nombre un peu plus fort. Mais ça, c'est logique. J'ai dit, si ça venait du Burkina, si ça venait de la Côte d'Ivoire, ça allait être une autre communauté frontalière dont le nom reviendrait. Prenez le cas du Nigeria. C'est un peu pareil. Avec Boko Haram, vous allez voir que ça commence à se développer dans certaines régions. D'abord peut-être sous la dynamique indépendantiste et tout. Après, ça commence à avoir un autre visage. Mais c'est d'abord une communauté qui est concernée par cela. Maintenant, quand on prend le cas du Burkina, la bonne question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive à recruter aussi facilement dans certaines communautés? Est-ce que nous-mêmes n'avons pas failli dans la façon de les traiter? Voilà des questions courageuses qu'il faut adresser. Il nous a rappelé ici quelqu'un qui a servi dans l'armée à un poste non négligeable, qui reconnaît qu'ils ont passé leur temps à maltraiter une communauté. Peu d'ailleurs, quand ils y étaient dans ces régions-là. Avec des exemples assez simples. Passez avec vos vaches, on dit, bon, je veux celle-là. Vous vous asseyez, vous l'égorgez, vous le faites, ils finissent de manger, les restes, vous prenez, vous partez avec ça en famille. Mais quand vous faites ça à une communauté pendant longtemps, vous pensez que, qu'est-ce que vous faites? C'est de la frustration que vous êtes en train d'encourager. C'est des éléments qui ont un effet pervers après. Donc, c'est trop facile de s'asseoir et de dire non, quand on regarde, il y a une consonance et ceci. C'est historique, c'est logique et il y a une explication à cela. Maintenant, il faut qu'on accepte de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Et qu'est-ce que nous continuons de faire de mauvais pour que ce soit ainsi? Quand on n'arrive pas à adresser les bonnes questions, quelquefois, on se trompe dans la réponse qu'on est en train de donner. Donc, je suis d'accord avec vous. Il faut accepter de l'aborder. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de sincérité. Si on veut être honnête dans les solutions qu'on veut trouver pour ce faso-là, c'est dire qu'on va mettre les fils ensemble. Il faut arriver à un moment à accepter de se parler. Jusqu'à aujourd'hui, les exactions qui sont commises dans la question de lutte contre le terrorisme, elles sont nombreuses. Les exécutions sommaires dont on parle, elles sont nombreuses. Mais quand vous regardez, au fond, quelles sont les communautés qui sont... Quand on fait les listings qui sont concernés au premier rang, c'est connu aussi. Donc si vous n'acceptez pas d'en parler, vous n'acceptez pas de poser le problème, en faire un tabou, dès qu'on l'aborde, oh non, vous savez, il ne faut pas réveiller certaines choses, mais ça ne dort même pas. Vous l'avez réveillé quoi? C'est déjà là. Alors, Inoussa Ouedraogo, il y a aussi comment on appelle, ce qui est reproché, par exemple, au Mossi, c'est l'accaparement du pouvoir politique et économique. On a vu la sortie de Kam Yeli Monique, donc candidate malheureuse à la dernière présidentielle. Elle est même passée sur ce plateau. Et c'est des questions également qu'il faut élaguer avec, je dis bien, suffisamment de courage. Parce que déjà, à la reconstitution de la Haute-Volta en 1947, ce débat ethnique et religieux était déjà posé. Et on a continué de ruser avec, et aujourd'hui, ça rattrape. Alors que pour régler ces questions de réconciliation au niveau du Burkina, c'est des éléments également à ne pas négliger parce que certains crimes politiques trouvent leur origine même dans ce débat. Oui, je pense que depuis l'histoire de notre pays, il y a toujours eu ce genre de problème. Et dans tous les pays du monde, je pense qu'à un moment donné, il y a eu des difficultés de vivre ensemble par rapport aux différentes communautés qui ont vécu pendant des siècles ensemble. Mais peut-être que nos historiens pourraient nous aider, nos sociologues pourraient nous aider, mais le mal, il est profond. Mais le plus important, c'est que face à certains problèmes, face à certaines difficultés, face à certains enjeux, ces divergences-là, on doit pouvoir les taire et regarder l'essentiel. Entre 1932 et 1947, le Burkina Faso a été disloqué et partagé à la Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger. Des autorités ont pris sur eux la responsabilité de telles divergences et de se mettre ensemble pour discuter avec le colon à l'époque pour pouvoir reconstituer la Haute-Volta dans ses frontières actuelles, en 1947. Mais il a fallu que des gens taisent leurs divergences. Et toutes les communautés se sont mises ensemble pour pouvoir résoudre cette préoccupation. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau à un carrefour de notre histoire
où nous avons des difficultés qui nous assaillent. Nous avons des problèmes de sécurité. Et malheureusement, dans ce genre de situation, on veut trouver toujours des boucs émissaires. Parce que quand on n'a pas de solution, rappelez-vous avant, quand les maladies arrivaient et qu'on n'avait pas de solution, choléra, rougeole, etc., mais on accusait les femmes d'être les sorcières qui bouffaient les enfants, etc. Jusqu'au jour où on se rend compte qu'en réalité, c'est une maladie qui est causée par tel ou tel élément. Et la science a permis de résoudre ces questions. Aujourd'hui, on est face au terrorisme. Au départ, on a dit non, c'est l'ancien régime. Ça n'a pas prospéré. Entre-temps, on a dit non, c'est les musulmans. Ça n'a pas prospéré. Entre-temps, on a dit ah, c'est telle communauté. Ça ne prospère pas. Entre-temps, on a dit que le problème, c'était Rock. On a enlevé Rock. Ça continue. Donc, il nous faut trouver les causes de nos problèmes ailleurs. Sinon, si on continue à dire c'est telle communauté, on ne résout pas le problème, on l'aggrave. Parce qu'en même temps que les gens se sentent indexés, ils vont se replier. Et ça, c'est normal. Le repli identitaire sera la première des choses à faire. Parce qu'on a besoin de sécurité. Or, aujourd'hui, en pesant mes mots, je peux dire que la communauté qui souffre le plus du terrorisme, c'est en même temps la communauté Peul. Parce que c'est eux qui n'ont plus de village, c'est eux qui se sont déplacés, Guibo, Nansumbu, ça a commencé là-bas. Et les terroristes, quand ils viennent, c'est leur bétail qu'ils prennent. Quand ils attaquent là, ils prennent du bétail, ils vont vendre. Donc ces localités, quand on regarde même les déplacés, généralement c'est encore cette communauté Peul-là. Donc c'est vrai que c'est des questions sensibles, mais nous devons avoir le courage de les poser et surtout de les résoudre. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de les poser, mais il faut qu'on se parle. Il y a urgence qu'on convoque, mais je dirais une sorte d'états généraux des ethnies, pour que les groupes ethniques se parlent. Parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est la communauté Peul qui est indexée. Mais il y a des sujets sur lesquels c'est la communauté Bissa qui est indexée. Les Bissa sont ceci, les Bissa sont cela. Après on dit les Mossi sont ceci, les Mossi sont cela. Après on dit ah les Samo sont ceci, ils sont cela. Les Koroboro, les Dian, les Birifo, etc. Donc il faut qu'à un moment donné, ces communautés-là, qui ont des représentants, des gens qui parlent en leur nom, puissent se rencontrer, se retrouver et discuter. Parce que le Burkina s'est bâti sur une histoire. Et chacune de ces communautés-là a une place dans notre pays. Et s'il se trouve que des problèmes sont nés, il faut qu'on cherche les causes des problèmes. Jules avait commencé à indiquer pourquoi c'est par là-bas. C'est parce que c'est par là-bas que c'est rentré certainement qu'il y a que c'est cette communauté qui est majoritaire. À une conférence publique, j'ai écouté l'ancien chef d'état-major général de l'armée de terre, le colonel Jules Bationneau, qui a dit qu'il ne faut pas que nous commettions les mêmes erreurs que d'autres pays. Nous devons plutôt tirer expérience. Il avait fait le Mali et il a montré que là-bas, au départ, on a stigmatisé des communautés et eux, ils sont arrivés pour aider l'armée malienne à lutter contre le terrorisme. Mais tirant leçon de tout ça, il a dit à une conférence publique: évitons au maximum la stigmatisation. Parce que dès que vous stigmatisez quelqu'un, même s'il n'était pas dedans, il finit par se dire, bon, il faut que j'aide ma communauté. Et malheureusement, de vengeance en vengeance, on va se retrouver dans une situation où ça sera l'extermination. Donc j'en appelle, il faut que les légitimités sociales, c'est-à-dire nos coutumiers, nos religieux, nos leaders d'opinion, qui sont absents dans ce débat-là, qui est posé, puissent se retrouver pour qu'on discute. Il ne faut pas attendre que le pire arrive. Quand on écoute les audios qui circulent aujourd'hui dans nos téléphones portables, sur les réseaux sociaux, on a froid au dos. Et il faut se lever avant que le pire n'arrive. Parce que ces vidéos-là appellent ouvertement à l'extermination d'un certain nombre de communautés qui sont aujourd'hui considérées comme ceux qui sont le malheur du Burkina. Or, il nous faut interroger notre histoire pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché,
pourquoi nous en sommes arrivés là et trouver des solutions pérennes plutôt que de rentrer dans le débat qui vise à dire exterminons telle communauté parce que c'est elle qui est à l'origine de notre malheur. Tirons leçon de l'histoire des autres. Le Rwanda est là, ce n'était qu'en 1994, il n'y a pas longtemps. On a vu un peu en Côte d'Ivoire, heureusement, on a pu circonscrire rapidement les choses là-bas. Mais tirons leçon de l'histoire des autres pour ne pas avoir à nous rentrer dedans dans une sorte de guerre communautaire dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Il y a urgence que nos forces sociales se mettent en branle. J'en appelle aux chefs traditionnels, le Mogo Naba, le Dima de Boussouma, celui de Waïguya, celui de Tenkodogo, les chefs coutumiers Peul, Bobo, partout au Burkina. Il y a urgence qu'on se parle avant que le pire n'arrive. Sinon, on aura nos yeux pour pleurer. Notre pays est fragile. Il est tellement fragile que nous ne pouvons pas nous donner la facilité de voir se fondre comme du beurre dans le soleil tout ce que nous avons passé 62 ans à construire. Merci à juge Ouedraoui. C'est sur vos propos que nous allons clore ce premier sujet enroulé et aborder le second. Il y a une ronde des partis politiques qui a commencé. Est-ce un regain de dynamisme ou de l'activisme politique au niveau du Burkina Faso après une trêve de quelque temps après le coup d'État du 24 janvier 2022 et hier, après l'UPC qui a fait la ronde et qui a même créé des points focaux. Hier, c'est le parti, le MPP, qui était au niveau de la FEME. Et Bala Sakandé, qui a conduit la délégation, d'ailleurs dit: si nous sommes unis, si nous sommes ensemble de cœur, rien n'est impossible pour les Burkinabés, ce qui joint d'ailleurs le sujet que nous venons d'évoquer. Mais le parti est allé également demander à la FEME aussi de prier pour le Burkina Faso. Et pour des Burkinabés, c'est clair, les partis politiques, même pour le moment, doivent se taire pour qu'on sauve l'essentiel avant de revenir prendre les questions politiques. Geoffroy Vaha, est-ce que vous êtes du même avis que pour le moment, il faut mettre l'activisme politique sous le boisseau? Posons-nous la question, c'est quoi l'activisme politique? Comme il y en a qui en ont fait le qualificatif avec le débordeur. Mais moi, je n'ai pas ajouté le débordeur. Pour l'instant. Mais bon, c'est quoi le rôle d'un parti? C'est ça aussi, c'est de participer à la vie de la communauté, à la vie de la société. Et c'est cela aussi un parti politique. Et puis, à sa vocation première, c'est de se préparer pour des élections lorsqu'elles arriveront. Maintenant, faut-il leur en vouloir d'une façon ou d'une autre de continuer de se mettre en jambe? C'est comme un combat de boxe qui viendra. Chacun choisit quand il commence à se préparer. C'est ça la réalité. Maintenant, s'il faut rentrer dans la logique des auteurs du coup d'État qui ont dit que c'est à cause de vous qu'on est dans cette situation. Donc, relativement à ce constat-là et à cette façon de voir les choses, il faudrait que, comme c'est eux les auteurs des éléments dans lesquels nous sommes, donc ils devaient se mettre en berne le temps qu'on puisse aplanir et régler les grands problèmes. Mais ceux qui sont aussi à Kosiam, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, c'est des militaires, mais c'est un mouvement militaire politique. Donc quand vous dites souvent que les gens ne doivent pas faire la politique, c'est devenu des politiciens aussi, nos militaires. C'est ça la gestion de la cité. Quand vous arrivez à Kosiam, c'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez des décisions politiques, vous devenez politique. Maintenant, ceux qui ont décidé d'en faire, je dirais pas un métier, mais qui ont décidé de faire de cela un choix de vie, parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à apporter, ils s'organisent. Je pense qu'il ne faudrait pas leur en vouloir aussi pour cela. Maintenant, il y a, au regard d'un certain nombre d'éléments, les quelques sorties qui peuvent peut-être être, pour moi, lues et appréciées. On a vu une sortie du MPP sur la question du nombre de morts il n'y a pas si longtemps. Ça, par exemple, c'était pas trop intéressant. Pour amener à dire que il y avait des prétextes qui avaient été choisis, apparemment, on n'est plus à ça. Je crois aussi que ça, il faut qu'on accepte que c'est pas lorsqu'il y a des douleurs là qu'on l'utilise comme un marketing politique. C'est là où c'est un peu dérangeant. Maintenant qu'ils se voient, qu'ils s'organisent, on a vu le président Zéphirin Diabé faire sa ronde des partis politiques. En quoi est-ce que c'est méchant? Il y aura des élections à la fin de la transition ou pas? Il y aura des élections.
faut-il pas pour eux se préparer? Les 3 années là, ça a fini très vite. Hein. Déjà qu'on en a entamé déjà pratiquement 6, non? 6 mois. 6 mois. Oui, tout à fait. Ça vient très vite. Et on ne commence pas à se préparer lorsque la date des élections est donnée. On fait la ronde, on tourne. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc ils sont obligés, dans la situation dans laquelle nous sommes, de continuer d'entretenir des militants qui petit à petit aussi, quoi qu'on dise, sont en train de regarder. Et puis il y a un genre de mercato là qui est en train de se faire. Vous vous réveillez un matin, on dit on a quitté votre parti, soit d'aller ailleurs. Donc vous êtes obligé d'ouvrir l'œil et le bon. Et donc, un parti se doit de continuer d'avoir des activités. Parce que comment est-ce que vous maintenez les militants si vous ne vous voyez pas, vous ne discutez pas des questions de la nation, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, est-ce qu'il faut en vouloir à ces partis-là pour cela? Maintenant, ils sont dans des calculs. Parce que c'est ça aussi les réalités. Donc, quelquefois, quand le calcul n'est pas bon, on tombe dessus, on dit, bon, écoutez, ils exagèrent, il ne faut pas ceci. Mais on est tous d'accord que il y a une classe qui a vraiment failli, quoi. Si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est des petites bagarres des chiffonniers qui nous ont éloignés petit à petit de la vraie réponse à donner aux vrais problèmes que nous avions. Et nous, ça le disait tout à l'heure, ils ont passé leur temps à s'accuser et le problème là est demeuré jusqu'à ce qu'on en arrive à un pourrissement. Maintenant, on regarde aussi des militaires devenus politiques, voir ce qu'ils vont apporter. D'accord. En tout cas, entre préparation de congrès pour certains, création de nouveaux partis, alliances pour d'autres, et d'autres qui tentent de se réconcilier même hors du Burkina Faso, et certains qui sont dans cette ronde au niveau du Burkina, ça commence à bouger, et de belle manière au niveau des partis politiques. Inoussa Ouedraogo, dans un contexte également très difficile sur le plan sécuritaire et également sur le plan humanitaire. Il y a des Burkinabés qui sont tranchés sur la question. Il faut même peut-être chercher par le truchement de la loi suspendre les activités politiques. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, on ne peut pas suspendre les activités politiques parce que tout ce que nous faisons dans l'espace public d'une manière ou d'une autre, c'est un jeu politique. La politique n'est rien d'autre que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est ce que je disais. Quand on est assailli de problèmes, on veut toujours chercher des boucs émissaires. Et facilement, on dit c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Parce que ces hommes politiques que nous voyons aux Gémonies, par exemple, à Ouagadougou, quand ils repartent dans leur QG, dans leur base, dans leur village, c'est eux aussi qui apportent des solutions aux problèmes concrets que vivent les populations au quotidien. Et les populations s'identifient à eux. Voilà pourquoi ils les votent. Je pense que le problème est ailleurs. C'est vrai que nos politiques aujourd'hui au Burkina, ceux qui prétendent faire la politique, comme l'a dit quelqu'un, ce sont des politiciens. Et les politiciens, ils pensent à la prochaine élection. Or, ce qu'il nous faut, c'est des hommes d'État qui pensent aux futures générations. Donc, quand on pense aux futures générations, on n'a pas le même agenda que quand on pense aux futures élections. Quand on n'est pas patriote, on finit par ne considérer que les questions économiques, les questions du subside, les questions du ventre et du bas-ventre. C'est ça qui intéresse les gens. Comment je construis ma villa, comment je gère mes maîtresses, comment je mange mes brochettes et je bois ma bière, comment je roule dans des véhicules luxueux. Donc, nos politiciens, c'est ça. Et ils sont malheureusement à l'image de notre société. Ils n'ont pas pitié de vous et moi. Ce qui les intéresse, c'est vraiment leurs prochaines élections. Mais est-ce qu'il faut mettre ça à l'actif des hommes politiques seulement dans une société? C'est ça, j'ai dit, ils sont à l'image de notre société, ils sont à l'image de nous. Parce que chacun de nous est devenu égoïste. C'est l'argent, comme je l'ai dit hier, l'argent là, c'est ça qui est devenu notre Dieu. C'est la problématique principale. Comment on s'enrichit? Donc nos hommes politiques ont trouvé un terreau fertile. Aujourd'hui, pour s'enrichir facilement, engage-toi en politique, prends la carte d'un parti. Tu es le plus nul, mais on va te nommer à un poste. On s'en fout des résultats que tu engranges. Et tu contribues à tirer le pays vers le bas. C'est ça aujourd'hui la politique dans notre pays. C'est devenu du clientélisme. Donc nos hommes politiques vont continuer à courir pour les prochaines élections. Ils sont capables de brûler le pays pour chauffer leur café. Ce n'est pas leur problème. Mais comme le disait Norbert Zongo aussi, le pire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bons. Et dans notre pays, les gens bons se sont longtemps mis en marge. Parce que les hommes politiques ont travaillé
à faire en sorte que leur monde-là soit considéré comme un monde pourri. Donc tout le monde dit, je ne vais pas en politique parce que là-bas c'est pourri, c'est des deals, c'est des crocs en jambes, etc. Donc personne ne veut s'y engager. Conséquence, on a laissé le champ politique à des charlatans, à des voyous, à des délinquants, etc. Et c'est eux qui pullulent, ils ne résolvent pas nos problèmes. Ce sont leurs problèmes qu'ils résolvent eux-mêmes. Mais heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça. Et qu'il y a certains qui sont vraiment préoccupés par la situation que nous vivons et qui savent faire la part des choses, qui savent faire profil bas pour comprendre que pour que des gens puissent vous voter à la prochaine élection, il faut qu'ils soient en vie. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se soignent, il faut qu'ils aillent à l'école. Et c'est de la responsabilité de nos leaders de leur charger cela. Ceux qu'on présente comme saints ne veulent pas faire de la politique. Personne n'est saint. Nous avons tous chacun nos défauts, parce que nous ne sommes que des humains. Mais nous devons nous surpasser pour mettre l'intérêt supérieur de la nation au-delà de tout. Et le jour que nous aurons des hommes politiques, qui sont des hommes d'État, qui sont patriotes, nous en avons connu dans ce pays. On parle de Sankara, il est un modèle aujourd'hui un peu partout en Afrique. Malgré qu'il est humain et qu'il a eu ses limites, on parle de Sangoulé Lamizana. Ce sont des hommes d'État qui ont pensé à leur peuple, mais qui n'ont pas pensé à leur ventre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le jour où le Burkina aura... Nous souffrons de manque de leaders. Notre pays va à volo parce qu'il n'y a pas des hommes d'État qui se manifestent, qui disent voici la direction à suivre, qui co-construisent avec leur population l'idéal qu'ils veulent. Et tant qu'on n'aura pas ça, on va continuer à patauger dans la boue. Donc il faut que les populations s'impliquent. La politique n'est rien d'autre que la gestion de la cité. Que chacun de nous apporte sa pierre à la contribution de la construction de l'État. Et il ne faut pas laisser ça entre les mains de quelques individus, fut-il militaire, fut-il diplômé, fut-il prétendu intellectuel. C'est ensemble que nous allons bâtir ce pays-là, chacun apportant sa pierre. D'accord. Alors, juge Vaha, ce qui a été présenté hier, naturellement, ils disent qu'ils ont prié pour le Burkina, ils ont prié pour les déplacés internes, ils ont exhorté à l'union des cœurs, mais le sujet sur la libération de l'ancien président Roch Kaboré est venu également sur la table. Bala Sakandé, qui est le chef de la délégation, a même révélé qu'à une certaine heure, même son épouse doit quitter les lieux, le président est laissé seul et que c'est des questions humanitaires. Est-ce que c'est le prétexte d'ailleurs de cette sortie, ou bien il y avait réellement le besoin de dire il faut qu'on prie pour le Burkina? Bon, eux seuls savent quelle est la réalité et le tréfonds de leur dynamique. Okay. Mais maintenant, nous, on ne peut que lier. C'est vrai que c'est un sujet qui leur tient à cœur. Le MPP, déjà que pendant un bon bout de temps, ils ont été très taiseux sur la situation du président. Et ça, d'ailleurs, à un moment donné, il y a eu un genre de critique. On s'est demandé, mais il y a eu un coup d'État, votre président, on ne sait pas où il est, on ne vous entend pas. Ça a été dit. Maintenant qu'ils sont sortis et ont commencé à poser le problème, ça a demeuré. Et ils l'ont ramené le président chez lui avec la pression de la CEDEAO. Maintenant, ils estiment qu'on n'est pas encore dans un élargissement de façon plus totale. Donc, à chaque fois, en tout cas, c'est un sujet qui revient. Mais je suis d'accord que si on n'a pas d'éléments pour poursuivre l'ancien président, je ne comprends pas les explications qui nous sont données pour le garder dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Ça, c'est... Soit il est inquiété par des poursuites, soit c'est un Burkinabé comme tout le monde, et puis peut-être que si c'est des questions sécuritaires, ils peuvent s'arranger avec lui, mais que sa famille, les gens n'arrivent pas à le voir, ça c'est un autre souci. S'il y a quelque chose, qu'il le fasse qu'il le dise de façon claire. C'est ça le problème aussi. Et donc, je crois aussi que c'est un caillou dans la chaussure de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, puisque même quand la CEDEAO aborde les questions, elle revient aussi sur le cas du président. Maintenant, quand on parle vous parliez de réconciliation avec l'atelier qui a été fait, il y a des signaux qu'il faut aussi donner. Ça peut être un signal fort, parce que vous êtes venu, vous l'avez, le coup d'État, c'est lui que vous avez fait tomber. Maintenant, si vous pensez que tous les Burkinabés doivent être unis pour qu'on aille de l'avant ensemble, si vous n'avez aucune raison de restreindre ces libertés, eh bien,
pourquoi est-ce que ça continue ainsi? Il y a des signaux qui devraient donner, ça devrait passer par l'exemple. Et on comprend aussi que pour ce qui est du MPP, ce soit à chaque fois, lorsqu'une opportunité existe, de la mettre en avant. Ils sont passés devant la FEME, c'est les évangéliques. Vous savez que dans notre pays, les religieux, ils ont des vases communicants, ils ont des couloirs dans lesquels ils se parlent, et puis ils sont aussi un genre d'autorité, ils ont un impact. Donc, c'est le moment aussi pour eux de faire un lobbying si cela pourrait avoir quelques incidences ou un impact positif pour une prise de décision dans le sens qu'ils veulent. Je pense qu'ils le feront et je pense que c'est la dynamique dans laquelle ils sont aujourd'hui. Merci. Et point final pour cette émission, donc la dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci aux deux juges Vaha et Ouedraogo. Merci madame, monsieur, vous qui nous avez suivis. Au revoir. Rendez-vous lundi, donc la semaine prochaine, pour une autre convocation de votre émission, le tribunal de l'actualité. Merci à toute l'équipe de réalisation. Au revoir. Et restez connectés sur les médias leaders, FUTV et WattFM.